Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au regard des éléments de preuve présentés par le procureur, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo va bel et bien être jugé. Les charges retenues contre lui le 30 novembre 2011 ont été confirmées par la CPI ce jeudi. Une partie de la Libye fait face à une importante pénurie d'essence. Certains habitants ont dû déserter leur lieu de travail, alors que d'autres dorment dans des stations essence dans l'espoir de pouvoir s'approvisionner. Et enfin, le passage de l'analogique au numérique est obligatoire pour toutes les télévisions du monde à compter du 17 juin 2015. Nous verrons le cas du Cameroun où tout est mis en œuvre pour faciliter cette migration. Confirmation des charges contre Laurent Gbagbo ce jeudi. La Cour pénale internationale de La Haye a renvoyé l'ancien chef d'État ivoirien en procès devant une chambre de première instance. Il sera jugé pour crime contre l'humanité. Karine Loumanzedio. Les juges de la Cour pénale internationale ont confirmé ce jeudi les charges retenues par le procureur à l'encontre de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Ce dernier sera donc jugé pour crime contre l'humanité. La chambre préliminaire de la Cour pénale internationale de La Haye a renvoyé l'ancien chef de l'État ivoirien en procès devant une chambre de première instance. Dans le cadre de la procédure judiciaire internationale, la chambre préliminaire examine avec beaucoup plus d'attention les éléments pour savoir exactement quelle est la charpente de l'accusation, la logique qui sous-tend éventuellement chaque chef d'accusation. Est-ce que le procureur présente des éléments qui permettent éventuellement de perdre l'argent, le moyen et le temps pour pouvoir examiner une affaire. La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, avait une première fois présenté les charges qu'elle retenait et les éléments de preuve dont elle disposait début 2013. La chambre préliminaire avait alors marqué sa préoccupation face à la qualité des preuves fournies et elle avait donc demandé au bureau du procureur d'apporter des éléments de preuve supplémentaires. La chambre préliminaire 1 a soigneusement examiné tous les éléments de preuve soumis par les parties, ce qui comprenait les déclarations de 108 témoins, plus de 22 000 pages d'autres preuves documentaires, ainsi qu'une grande quantité de matériel audio et vidéo. C'est sur la base de l'ensemble des éléments de preuve qui lui ont été soumis que les juges ont considéré qu'il y a des motifs substantiels de croire que M. Gbagbo a commis les crimes qui lui sont reprochés, et la Chambre a donc confirmé les charges à son encontre. Seuls les proches de Laurent Gbagbo ont été inquiétés jusqu'à présent par la Cour pénale internationale ou la justice ivoirienne. Les partisans de M. Gbagbo et des organisations de la société civile dénoncent sans relâche une justice des vainqueurs. Retour au calme entre la frontière rwandaise et congolaise. La situation était calme ce vendredi à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Après 2 jours marqués par des affrontements entre soldats de ces deux pays, les deux armées ont renforcé leur position, cela dit, et ce sont les premiers échanges de tirs après plus de 6 mois de calme à la frontière. La campagne électorale bat son plein en Mauritanie. Les 5 candidats à la magistrature suprême sillonnent le pays. Parmi eux, le président sortant et candidat à sa succession, Mohamed Ould Abdelaziz. Il était en campagne ce jeudi à Nouakchott, la capitale. Son bilan, la démocratie et la jeunesse, étaient au cœur des discussions. Reportage de Franck Noudofinin, notre correspondant en Mauritanie. Premier meeting du candidat de l'Union pour la République parti au pouvoir à Nouakchott, la capitale politique. Dans le cadre de la campagne électorale pour la présidentielle qui a démarré il y a une semaine, Mohamed Ould Abdelaziz, candidat à sa propre succession, s'est adressé ce jeudi à la jeunesse. Devant ses militants et sympathisants, le candidat a défendu son bilan. Il a également rappelé la place qu'occupent aujourd'hui les jeunes dans son programme de société. C'est sur vous, la jeune génération, que nous allons baser notre politique de développement. Nous ne pourrons rien faire ici en Mauritanie sans vous les jeunes. On a mis en place par le passé des politiques pour reconsidérer la place de la jeunesse dans le développement. Mais cette fois-ci, nous irons encore plus loin. Sur le plan politique, le candidat de l'Union pour la République estime que les avancées notées ont permis à la démocratie mauritanienne de se consolider. L'opposition dit aujourd'hui que je suis un dictateur. Chers militants, avez-vous l'impression de vivre sous un régime dictatorial? C'est sous ma présidence ici en Mauritanie que la liberté d'expression a été la plus vive.
On dit que moi, le général Abdelaziz, je suis venu pour ramener le pays sous un régime arbitraire. Mais vous savez pertinemment que ce n'est pas la réalité. Le président Mohamed Ould Abdelaziz se présente pour un deuxième mandat de 5 ans. Face à lui, pour le scrutin du 21 juin, 4 autres candidats. Le pré-forum africain sur l'eau et l'assainissement dénommé Africa Water Forum 2014 s'est ouvert ce jeudi à Ouagadougou au Burkina Faso. Il s'agit ici d'harmoniser les points de vue du continent en prélude au 7e Forum mondial de l'eau prévu l'année prochaine en Corée du Sud. Durant 3 jours, plus de 400 participants débattront sur les enjeux de l'eau et l'assainissement. Longue file d'attente devant les pompes à essence en Libye. Les automobilistes de la capitale libyenne Tripoli s'impatientent pour pouvoir se ravitailler en carburant. Les pénuries de carburant s'intensifient et provoquent la fermeture de nombreuses stations-service. Une conséquence directe de la crise politique qui sévit dans le pays. Le gouvernement promet toutefois de tout mettre en œuvre pour faciliter l'approvisionnement en pétrole. Les précisions d'Erika Ouaga. Tripoli, la capitale libyenne, est paralysée par une rupture d'approvisionnement en carburant. Les files d'attente devant les stations d'essence de la capitale étaient longues jeudi 12 juin. Des automobilistes alignaient même leurs véhicules sur 2 à 3 kilomètres. La Libye est à nouveau confrontée à des crises d'approvisionnement en essence. Pour la plupart des résidents, cette pénurie pourrait être liée aux dispositions sécuritaires mises en place pour les prochaines élections législatives dans le pays. La plupart des stations d'essence sont fermées. Nous ne savons pas quelle est la raison. Ces problèmes sont devenus récurrents à l'approche des élections législatives. De nouveaux problèmes font leur rentrée à chaque nouvelle phase politique, mais la crise de carburant est celle qui a le plus d'impact sur les citoyens. Selon les autorités, la crise de carburant serait due au cambriolage dont ont été victimes plusieurs stations d'essence durant ces dernières semaines. Pour assurer l'approvisionnement de Tripoli, le gouvernement a déplacé sa production pétrolière onshore vers la raffinerie de Zaouïa à l'ouest de la Libye. Les autorités parlent de crise de carburant en Libye, mais je ne comprends pas pourquoi le carburant est disponible dans d'autres régions du pays. La crise de carburant serait également liée aux différents mouvements de protestation qui ont lieu depuis 10 mois dans le pays. Selon les autorités, les manifestations auraient réduit la production de pétrole à moins de 200 000 barils par jour, des pertes estimées à 30 milliards de dollars. Les lémuriens de Madagascar sont en danger, selon le rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature publié ce jeudi. Près de 94% des espèces de lémuriens pourraient disparaître. Dans sa liste rouge apparaît plus de 90 espèces, dont le fameux lémurien. La déforestation et la consommation de viande dans certaines régions semblent être un des facteurs. Les scientifiques estiment qu'il faudrait 7 millions de dollars sur 3 ans pour financer un plan d'action national pour la conservation des lémuriens. Le passage de l'analogique au numérique approche à grands pas sur le continent. Au Cameroun, par exemple, les autorités se mobilisent et tentent de répondre aux préoccupations des acteurs de la presse. Parmi ces préoccupations figure l'augmentation de l'aide au secteur. Idela Tibissou. Au Cameroun, les professionnels des médias se préparent au basculement de l'analogie vers le numérique, prévu le 17 juin 2015. Des dispositions sont prises par les autorités pour relever le défi. La répartition des fréquences est à l'ordre du jour. L'État doit procéder donc à une répartition équitable de cette denrée rare qu'on appelle la fréquence. Il était donc question pour le gouvernement de procéder donc à l'analyse spectrale de toutes nos possibilités et éventuellement de préconiser une distribution, équitable des fréquences, donc des chaînes de télévision sur l'ensemble des 10 régions. Si la régularisation des fréquences au Cameroun est en bonne voie, la révision du code et l'augmentation de l'aide à la presse restent d'actualité. Le plafond, disons, c'est 300 millions. Par rapport à la robustesse, à la multiplicité de notre presse, j'en conviens que c'est très insuffisant. Et c'est pour cette raison qu'un compte d'affectation qui sera alimenté donc par ce que nous allons prélever par ce que génère la presse au niveau de la publicité. Et à partir de ce moment-là, nous sommes persuadés que nous passerons donc de 300 millions
au plus d'1 milliard. Avec 600 parutions en presse écrite, 25 chaînes de télévision et environ 200 radios commerciales et communautaires, le paysage médiatique camerounais reste l'un des plus dynamiques du continent. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.